Bélanger Campo, également présidé la commission sur les États généraux du Québec sur la langue française et est également président du Conseil de la souveraineté du Québec. Donc, il va nous adresser la parole et comme tantôt, ensuite, il y aura des questions. Alors, on parle pendant combien de temps? 3 quarts d'heure environ. Ah, ok. J'aimerais ça qu'on se garde peut-être la moitié du temps pour faire le débat avec... On a jusqu'à 2 heures. OK, on va très bien. J'ai compris que ce qu'on souhaitait, c'est peut-être qu'on discute de qu'est-ce qu'on va faire. Comment pour y arriver, comment est-ce qu'on va s'organiser et qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je voudrais d'abord rappeler peut-être le titre au nom duquel je vais m'exprimer. C'est beaucoup à mon titre personnel, même si je suis président du Conseil de la souveraineté, tout ce que je vais dire là n'engage pas le Conseil. Mais dans le Conseil, je discute de ces affaires-là. Alors, comme c'est une activité privée, on peut y aller, on peut se lâcher lousse. Je vais vous dire les choses telles que je les pense, pour justement peut-être avoir votre réaction et puis construire ensemble, contribuer à construire ensemble le plan de marche. D'abord, moi je rappelle toujours que le projet qu'on a, c'est un projet ambitieux. C'est rien que de construire un pays français en Amérique du Nord. C'est un rêve, mais ça peut devenir une réalité. Parce que c'est faisable. Et dans ce sens-là, il y a bien des commentaires qu'on a fait ce matin, qu'on peut se rappeler, c'est que les adversaires investissent beaucoup pour dire, d'abord que c'est pas nécessaire, on peut s'épanouir dans le contexte dans lequel on est, et puis de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, il y a disons, une opération de sapage systématique. Alors, on a parlé de la mésestime de nous-mêmes comme collectif, etc. Alors, pourquoi devenir un pays français? D'abord parce que c'est tout à fait normal. Hein? Les individus veulent devenir autonomes. Les peuples veulent devenir autonomes. Drouilly nous a dit que dans la recension de tous les référendums, il n'y a peut-être rien que nous autres qui doutons que nous devrions le devenir. Alors, il y a un petit correctif à faire là-dessus. Mais c'est aussi pour une question de démocratie. Quand tu es dépendant, ce n'est pas vrai que tu vis pleinement la démocratie. Parce que ça veut dire que d'autres prennent des décisions à ta place. Puis en plus, ils les financent avec ton argent. On est dans une démocratie qui est handicapée. Une démocratie qui n'est pas pleine. La troisième raison, c'est la mondialisation. C'est une raison qu'on n'a pas évoquée beaucoup à venir jusqu'à maintenant, mais de plus en plus, il s'avère que si on n'est pas là où se prennent les grandes orientations au plan international, eh il y en a d'autres qui, en notre nom, défendent des positions contraires. Je donne rien que l'exemple de l'environnement, c'est évident. Je disais que c'était faisable, il faut constamment se rappeler que 95% des pays existants ne sont pas équipés comme le Québec pour être indépendants. Sur 193 pays, on est la 20e économie. On est le 12e revenu per capita. On est le 63e, peut-être 66e parmi les nouveaux pays, le plus populeux. Donc, les 2 tiers des pays sont moins populeux que nous autres. Et on est le 17e plus grand territoire. Je ne parle pas des ressources naturelles, je ne parle pas de la qualité de la main-d'œuvre, je ne parle pas des outils collectifs qu'on a en termes de recherche, en termes d'institutions, en termes d'universités, etc. On est équipé comme pas grand monde est équipé. En plus, on est
comme le dit Jacques Parizeau, on est collé sur un des plus grands marchés que sont les États-Unis, et déjà, on entretient des rapports économiques bien plus avec les États-Unis qu'avec le Canada. Notre partenaire économique, avant d'être le Canada, c'est d'abord les États-Unis. Et j'ai appris cette semaine, parce que j'ai tant de temps sur des lectures, que c'est le Québec qui est le plus en lien avec les entreprises européennes. 77% des emplois des entreprises françaises qui existent en Amérique du Nord existent au Québec. Enfin, qui existent au Canada, existent au Québec. 37% des emplois des entreprises allemandes sont au Québec. 33% des entreprises de l'Union européenne qui sont au Canada sont au Québec, etc. Donc, on a des liens déjà avec l'Europe. Et quand on dit être à proximité d'un grand marché, c'est d'être aussi capable de ne pas être dépendant uniquement de ce grand marché. On est déjà lié à d'autres grands marchés. Et pourquoi le devenir? Et là, ça, il va falloir qu'on creuse ça. Ma prétention, c'est que le 21e siècle, le démarrage du 21e siècle, est extraordinaire pour le Québec. En 10 ans, il y a eu 3 graves crises. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu la crise économique, et il y a, je dirais, la crise climatique. Le Québec est, je dirais, le territoire le mieux, je dirais, outillé et bien situé pour prendre le 21e siècle. Je donne un seul exemple, celui du développement économique. Avec la grave crise économique, on se demande que le Québec est le territoire en Amérique du Nord qui s'en sort le mieux que les autres. Charest peut même prétendre que c'est à cause de ses infrastructures, mais c'est d'abord à cause de la diversité de l'économie québécoise. On occupe maintenant des secteurs au plan technologique, mais aussi au plan des ressources naturelles, aussi dans des secteurs qui sont plus intensifs au niveau de la main-d'œuvre. Et rien qu'au plan, je dirais, environnemental, on a fait des choix qu'il y a bien longtemps, puis qui nous donnent aussi des avantages. En fait, on est sur une vague qui monte. Le Canada est sur une vague qui descend. Et donc, le 21e siècle, rien que pour le développement économique, on est formidablement bien placé. Il nous manque des outils, je vais y revenir tantôt. Je donne aussi l'exemple, disons, climatique, comme je le disais tantôt. Eh bien, à ce niveau-là, le Canada, disons, toutes tendances confondues, gauche, droite, vert, caille, etc., ils sont tous pour les sables bitumineux. Les sables bitumineux, les retombées de la richesse, il faudrait peut-être se le rappeler, les sables bitumineux, c'est 70% dans le PIB de l'Alberta. Au Canada, pas au Canada, mais au Québec, c'est 1%. Et on n'est pas du tout orienté du côté des sables bitumineux. Et on devrait, nous, s'orienter pour l'après-pétrole. Et là-dessus, effectivement, il va y avoir un enjeu international de plus en plus avec la crise climatique, où c'est l'après-pétrole qui va préoccuper les sociétés. Là-dessus, on est formidablement bien équipé. J'en dis pas plus pour arriver tout de suite sur comment on va y arriver. Alors, je rappelle peut-être un autre élément de contexte que j'ai oublié. En 80 et en 95, toujours au plan économique, on était enclavé dans le Canada. Maintenant, on est désenclavé d'une certaine manière, et effectivement, avec le fait qu'on soit collé sur les États-Unis et qu'on ait des ouvertures en Amérique, en Union, du côté de l'Europe, on n'a plus à réfléchir en fonction du Canada, on a à réfléchir en fonction du monde. Alors ça aussi, c'est un élément sur lequel je voulais insister. Comment on va y arriver? Il y a des choses, je dirais, qui tiennent à la sphère politique, partisane,
il y a des aspects qui tiennent à la société civile et il y a des éléments qui tiennent, je dirais, à la famille souverainiste. Dans la sphère politique, un premier élément, et ça, il va falloir régler ça, nos ennemis, pour les appeler par leur nom, ont un war room, ont une cellule stratégique minimum à l'égard du Québec depuis minimum 45 ans. Toutes les politiques fédérales sont conçues en fonction de l'unité nationale canadienne entendue contre le Québec. Il y a un war room. On n'a pas ça. Rien que pour se dire un peu la vraie vie, là, il n'y a même pas de cellule, je dirais, de coordination serrée au quotidien entre le PQ, le Bloc, le Conseil de la souveraineté et les principaux partenaires. On n'a pas ça. Un war room, pour prendre cet anglicisme, c'est fondamental. Tu t'en vas pas à la guerre en disant faites votre possible. Parce que eux autres, ils sont organisés. Donc, on n'a pas réussi à convaincre encore les gens de mettre un war room en place. On y arrivera peut-être. Deuxième élément, c'est effectivement de se convaincre que c'est un combat. C'est un combat quotidien. Et que c'est pas vrai qu'on va faire un pays sur un coup de sang. C'est pas parce qu'on va avoir une bouffée de chaleur. C'est pas parce qu'on va être en hostie contre un peu. Un pays, ça se construit. Et ça se construit même pas par une seule décision, qui serait celle d'un référendum. C'est une construction qui doit se faire de façon systématique dans la sphère politique. Et là, j'identifie un héritage historique dont on ne s'est pas encore débarrassé. La question nationale, pendant 40 ans, ça a d'abord été une question à séparer de la sphère politique. On va se faire élire, puis on va gouverner, puis à un moment donné, on va s'occuper de la question nationale. On a tout cristallisé ça sur un référendum. On a divisé, on a dépolitisé, pour prendre un terme technique, la question nationale. Je dirais, on travaille là-dessus depuis un certain temps pour repolitiser la question nationale et en faire un enjeu dans le périmètre du politique. Et quand on dit que c'est dans le périmètre du politique, c'est dans la gouvernance jusqu'au bout. Il n'y a pas une question qui ne doit pas être traitée à l'aune de la souveraineté. Donc, ça, là, psychologiquement, disons, on a un handicap. Parce que même dans la population, quand on parle de la question nationale, automatiquement, c'est la question du référendum qui leur arrive dans la tête. Alors, moi, je vais avouer quelques péchés, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Personnellement, je suis pour la gouvernance souverainiste mur à mur. Parce que la question du peuple québécois, c'est une question essentiellement politique. Et je le répète, il n'y a pas une dimension de la vie politique qui n'est pas traversée par la question nationale. Ça rejoint un peu ce que Robert disait. Chaque intervention d'un politique devrait se terminer. Et si le Québec était indépendant, ça serait ça qu'on aurait. Alors, on a à travailler cette question.
Alors, je l'ai dit, c'est un enjeu politique et ça touche aussi les élections. Je ne suis pas pour téléguider nos affaires, mais je suis pour qu'en réintégrant la sphère politique, qu'il soit bien entendu que dans la sphère politique, la question nationale est centrale, et donc dans le combat électoral, il y a à aller se chercher la légitimité de faire son programme. Parce que, je vais vous rappeler rien qu'un petit détail. Mettre de l'argent pour la promotion de la souveraineté, quand le Parti québécois en parlait, dans l'opinion publique, il était entendu que c'était une honte. C'est quoi ça? Ils vont mettre de l'argent dans la promotion de la souveraineté. Comme s'il n'avait pas été élu pour ça. Quand Charest a fait son conseil de la fédération, il a mis de l'argent là-dedans. Y a-t-il quelqu'un qui s'est scandalisé? Oui, vous. Eh bien, vous aviez tort. Parce qu'il faisait son programme. Même si vous n'avez pas dit qu'il faisait un conseil, là. C'est autre chose. Alors, donc, quelques orientations stratégiques. Alors là, il faut que je dépense mon temps. Alors, personnellement, je suis, comme je disais tantôt, pour la gouvernance souverainiste en construisant les fondamentaux de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire de construire les fondamentaux de la souveraineté? C'est qu'en annonçant clairement qu'on est élu pour faire la souveraineté, le référendum, ça, pour moi, ça demeure une modalité. On fera ça, Louis disait, quand on l'aura fait, on le fera terminer. Bref, c'est une modalité, on verra comment on s'en sert. Mais construire des fondamentaux de la souveraineté, je donne quelques exemples. Moi, j'ai proposé ça dans le cadre de la Commission des États généraux sur la langue, la citoyenneté québécoise. Ça, c'est sur notre propre terrain. Qu'on établisse la citoyenneté québécoise avec les conditions précises d'acquisition de cette citoyenneté-là, c'est un pilier de la souveraineté. C'est d'abord un message très fort qui est lancé à tout le monde, c'est qu'il y a des citoyens sur la planète qui s'appellent des Québécois. Et le seul fait qu'il y ait une citoyenneté québécoise, c'est clair que ça va nous faire un débat extraordinaire. D'abord, ils feront le débat plus drôle. Nous, c'est un élément fondamental de la souveraineté. Une constitution. On peut débattre des modalités, qu'est-ce qu'on fait dans la Constitution. Personnellement, je suis pour qu'on ait notre Constitution avec les éléments qui annoncent que va être la souveraineté, la Constitution du Québec souverain. Je serais même pour qu'on établisse tout de suite la présidence de l'État québécois. Je serais pour qu'on établisse la Cour suprême du Québec. Ça va nous faire un débat. Ça va nous faire un débat. Mais si on a une Cour pour interpréter notre Constitution, pour aussi interpréter nos lois fondamentales, la Charte des droits, la loi 101, réviser, parce que ça aussi, à mon avis, il faut réviser totalement la loi 101, et je reviens, moi, au projet original de la loi 101. Il faut que ce soit le français, la langue de l'État québécois. C'est-à-dire, il n'y a plus de langue anglaise à laquelle on va se référer. On n'aura surtout plus de jugement comment il s'appelait, donc? Celui qui nous a fait le jugement en anglais là, sur les écoles passerelles, là. L'ancienne de l'Alliance Québec, là. Brian Taylor. Non, qui reste dans l'Outaouais, là. En tout cas, il y a un ancien avocat d'Alliance Québec, nommé juge, qui a été le premier qui nous a donné un jugement défavorable sur les écoles passerelles. Il a rendu ça en anglais, lui.
Mais c'est permis. C'est permis de... Bon. Donc, la langue française, la langue de l'État du Québec, faisant en sorte que toutes les lois sont en français. Il n'y a aucun texte officiel qui peut être en anglais. Et faisant en sorte aussi que les rapports que les sociétés et les personnes morales ont avec l'État doivent se faire en français, etc. Donc, autrement dit, une gouvernance qui fait qu'on bâtit nos affaires. Ils vont dire qu'on veut la chicane. Non, non, on ne veut pas la chicane. Si veulent se chicaner, on est prêt à ça. On est prêt à chicaner. Mais on va construire nos affaires. Alors, bon, j'en dis pas plus là parce que je veux arriver à des choses encore plus pratiques. Alors, qu'est-ce que je rajoute là-dedans? Bon, j'arrive très concrètement comment on peut travailler. Et là, je vais vous parler plus du Conseil de la souveraineté. D'abord, je rappelle que le Conseil de la souveraineté, au moment où on se parle, c'est un conseil d'individus. La décision est prise d'en faire un conseil des organisations. Quand je dis que présentement c'est un conseil d'individus, sauf pour les 3 partis politiques qui, eux, délèguent leurs propres représentants au Conseil de la souveraineté, c'est le Parti québécois, le Bloc québécois et Québec solidaire. À la fin avril, le Conseil va se reconfigurer pour devenir le Conseil des organisations. Il y aura 6 collèges. Il y aura le collège des partis politiques, il y aura le collège des organisations indépendantistes, il y aura le collège des mouvements sociaux, c'est-à-dire syndicats, union des producteurs agricoles, artistes, etc. Il y aura le conseil des régions, parce qu'il y a 9 tables régionales. Il y aura le conseil des citoyens et des experts, ceux qui sont rattachés à aucune organisation, et le collège des bénévoles. Pourquoi cette reconfiguration? Parce qu'il y a un axe stratégique qui a été défini. Nous, on travaille à partir, disons, de l'automne dernier, sur un horizon de 3 ans. On se dit que d'ici 3 ans, il va se brasser, c'est-à-dire dans la 3e année, il va se brasser des affaires de manière importante. Et on se dit, on ne sera pas loin, effectivement, d'un momentum où il y aura des décisions importantes se prendre. Donc, pour, je dirais, couvrir cette période et arriver à des conditions qu'on aura créées pour arriver à l'indépendance du Québec, il nous faut réactiver, il nous faut réanimer le mouvement social. Alors, quand on dit le mouvement social, et c'est le créneau que le Conseil a choisi, c'est de réinterpeller toutes les organisations de la société civile du Québec. On a parlé ce matin des partenaires de la souveraineté. Je rappelle qu'en 1995, il y avait des partenaires de la souveraineté qui mobilisaient l'ensemble des organisations au Québec. Depuis, bon, je dirais ces organisations-là, compte tenu du contexte et du momentum qui n'était pas là, ils sont tous retournés à leurs affaires. Et la question de l'indépendance du Québec n'est pas à l'ordre du jour. Alors, il faut réanimer ce mouvement social, donc on va interpeller toutes les organisations de la société civile du Québec. C'est le créneau qu'on veut occuper. En même temps, on veut s'organiser pour que le Conseil puisse être, je dirais, un lieu de passerelle de l'ensemble des organisations. Hein, on disait ce matin, c'est Robert, qui disait la tentation, disons, dans des moments de dormance, comme celle que nous vivons jusqu'à récemment, c'est le fractionnement, c'est-à-dire le fractionnisme. Les gens se créent leurs propres organisations, puis ils s'occupent leurs propres créneaux, etc. Donc le Conseil veut essayer de faire en sorte que, sans tuer d'aucune manière les initiatives,
eh bien, que les gens, d'abord, se parlent, et puis, si possible, convergent le mieux pour effectivement créer un momentum qui ferait en sorte qu'on pourrait collectivement prendre des décisions qui soient positives. Ça vise aussi ça, la reconfiguration. Alors, de la manière qu'on veut travailler, c'est de la manière suivante. Et là, je suis les premiers à vous rencontrer, parce qu'on n'a pas fait ce travail-là en dehors de la rencontre des directions des tables régionales. On est venu travailler là-dessus la semaine passée ici à Trois-Rivières. En fait, on voudrait faire deux choses. Outre de, disons, réinterpeller la société civile, on veut aussi l'alimenter. En fait, notre stratégie est la suivante, c'est qu'il faut que la société civile re-questionne, je dirais, son mandat, ou que les organisations re-questionnent ou éclairent leur mandat à la lumière de la question nationale. Je donne un exemple. Le mouvement syndical. La souveraineté du Québec, l'indépendance du Québec pour les droits des travailleurs, ça change quoi? Ou bien le mouvement écologiste. L'indépendance du Québec, ça change quoi? Pour la question des femmes, ça change quoi? Autrement dit, en les prévenant que d'ici 3 ans, il va se passer des affaires, peut-être que ça serait bon qu'ils réfléchissent à ça, et même qu'ils voient qu'est-ce que ça veut dire pour leur propre agenda, pour leur propre mandat. Donc, c'est ce qu'on vise au Conseil, et on va le faire par de la production ad hoc, pointue, comme on va le faire aussi à travers du visuel. Alors, très concrètement, on est en train de produire un premier vidéo. Je dirais qu'il est une vidéo d'abord d'une qualité professionnelle, mais sur l'indépendance du Québec, comme enjeu de société dans le contexte du 21e siècle, qui sera une vidéo dont les régions vont se servir pour interpeller les organisations et redémarrer le débat, notamment réunir tout ce monde-là avant juin, faire une première rencontre, puis voir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire sur une base régionale entre les organisations. Et à partir de l'automne, là, on va faire un travail plus ciblé par secteur d'activité. Et on va produire, je dirais d'une manière infinie, des vidéos de 2 à 3 minutes pour répondre à des questions précises. Alors, on va le faire, disons, on va le faire pour les artistes, on va le faire pour les agriculteurs, on va le faire sur la question de la péréquation, on va le faire sur la question des choix énergétiques, etc. Tout ça pour constituer une banque qui sera rendue disponible sur le site du Conseil, mais on pense que ça peut, s'ils sont bien faits, et on s'organise pour qu'ils soient bien faits, ça peut circuler, disons, sur la toile assez facilement. Ça, donc, c'est un travail terrain qu'on veut faire déjà en 2011 pour que outiller de plus en plus les militantes, les militants et les organisations. Et, bon, ça, je ne l'ai pas encore mis publiquement, mais personnellement, ce que je souhaiterais, c'est qu'un coup que ce travail pour réamorcer l'ensemble des organisations sera en route, eh bien que peut-être qu'au milieu de 2012, on puisse se donner, se lancer un défi collectif à chacune des organisations qui ont embarqué, d'aller en chercher une autre. Et d'inviter chaque militante ou militant qui auront été touchés par ces instruments-là, d'aller en convaincre un autre. On pense qu'il faut reprendre un travail de terrain. Parce que c'est tous les jours que les gens disent Gérald, moi je suis disponible. Qu'est-ce que je peux faire?
ben, tu fais des sortes de suggestions. Mais si on y allait de façon systématique, peut-être qu'on pourrait avancer. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de disponibilité. Il y a beaucoup de latence. Les gens, on s'inquiète toujours, on dit coudonc, on est dans la morosité, etc. Peut-être qu'on est dans la morosité, mais quand tu grattes un peu, puis moi je le fais systématiquement dans mes cours, hein, à l'université, moi il y a un référendum à chacun de mes cours. Et puis je dirais que les chiffres de Rouilly se vérifient, hein? C'est-à-dire, c'est à une hauteur de 70% à chaque fois. Donc, moi je ne suis pas très inquiet à partir du moment où on a une approche systématique, cohérente, conséquente, et qui nomme les choses. Moi, je pense qu'on va revoir l'effervescence qu'on a connue en 1995. Je vous dirais que les événements au plan international ne me découragent pas non plus. Je pense que le peuple, les peuples, ont des ressorts. Et que, avec ce qu'on connaît de la gouvernance fédéraliste actuelle, si on a le moindrement une proposition qui se tient et qui a pénétré l'ensemble des milieux, le petit 10% qu'on a besoin, il est gagnable. Mais il va falloir qu'on travaille de façon systématique. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que la souveraineté va être imposée par en haut. Je prétends même que s'il n'y a pas du répondant dans la société civile, eh bien, ça se peut qu'en haut, il ne fasse rien. Parce que Robert nous a fait une description. Là, quand ils vont arriver au pouvoir, le tas de barbe qui va avoir été accumulé, ma crainte, c'est qu'ils veulent rien que sortir les pelles pour s'en débarrasser, alors que le tas de marbre, il nous vient de la structure. Et qu'on va peut-être le pelleter, mais on ne sera pas plus avancé. En le pelletant, il faut qu'on dise au monde, on pète ça pour toujours. C'est ça qui est le défi. Moi, ma crainte, c'est plutôt celui-là. C'est que, en dépit de leur bonne volonté, c'est que s'il n'y a pas du répondant sur le terrain, parce que la gouvernance, c'est un grand défaut, c'est qu'elle est observée par le quatrième pouvoir. Et puis le quatrième pouvoir, on va se le dire, là, il n'y a pas du tout de cette option-là, non? Alors, si on n'est pas bressé, comme on dit, à beurrer, pour leur dire il faut régler la question principale et pas se laisser enterrer par la question secondaire, on a un gros travail à faire dans toute la société. Je m'arrête là pour que on pose quelques questions. Alors, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever vos mains, là, vous pouvez regarder. Parce que je vais prioriser, je vais essayer de prioriser les personnes qui n'ont pas déjà posé des questions. Alors, avez-vous commencé déjà des contacts avec les organismes en question? Oui. Avant Noël, j'ai rencontré les directions syndicales. Je commence par les gros. L'accueil a été plutôt très bon. Alors ils m'ont dit, écoute, tu vas nous prendre un texte de 5 pages et on va aller chercher toutes les organisations syndicales, on va d'abord s'entendre entre nous pour savoir comment on travaille. Et à partir de là, ils vont faire un travail dans leurs propres organisations. Alors, oui, on a commencé ça. On a commencé par en haut, mais la semaine dernière, réunis en région, on a dit qu'il faut que ça se fasse aussi au niveau
régional. Parce que ces grandes organisations-là, oui, on peut commencer par en haut, mais quand ça vient par en bas, c'est aussi bon. C'est-à-dire, alors, en travaillant des deux bords, peut-être qu'on va mettre ce monde-là en haut plus rapidement qu'on prévoyait. Je pensais à différents organismes qui s'intéressent à la politique. Tu sais, Québécois, le Bloc québécois, tous ces gens-là qui s'occupent de politique, de la souveraineté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est réuni une fois de temps en temps. Bon. Votre conseil a-t-il cet objectif-là? Le collège des organisations indépendantistes. Alors, on a eu une première rencontre préliminaire avant Noël aussi, où il y avait là, la Société de Saint-Jean-Baptiste, le Mouvement national des Québécois, l'autre journal, il y avait 5 ou 6 organisations. Ils vont effectivement créer un collège pour essayer de coordonner tout le monde. Mais il y a déjà, je dirais, plusieurs organisations qui se parlent. Là. Ah ouais. Donc, les choses sont déjà en route. C'est beau. Oui. Dans tout ce que vous avez dit, moi, je partage très bien la chose. Il y a juste une dimension qui recouvre ce qui a été dit un peu tantôt par d'autres conférenciers. C'est la question de la peur. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et la peur, c'est ça qui retient les Québécois actuellement. Une certaine proportion. Surtout quand on parlait des modérés tantôt. Alors, les modérés, tels qu'ils sont décrits, ce sont des gens qui sont plus vulnérables. Et moi, je dis qu'un des rôles, en tout cas, du Conseil de la souveraineté, ce serait de s'assurer, au bout de 2 ans, 3 ans, mais s'assurer que les Québécois comprennent très bien que le Québec n'est pas pauvre, qu'il a tous les moyens. Et ça, je pense, ça va enlever, la peur va enlever probablement les derniers obstacles à l'affirmation du Québec. Oui, je suis d'accord avec ça. Disons que depuis que je travaille avec ceux qui produisent des documents audiovisuels, avec des professionnels de premier niveau, des choses que je savais un peu théoriquement, mais qui me sont maintenant illustrées. La démarche cognitive, comme ils disent. La démarche où on commence par raisonner, et puis on va convaincre par le raisonnement. Oui, c'est important. Puis je pense qu'ici, ça doit être 95% des personnes qui procèdent comme ça. Mais dans la société, en général, c'est la minorité. Quelqu'un me disait à la blague, pour qu'il y en ait qui a encore confiance à Lucien Bouchard après tout ce qu'il a fait, la démarche cognitive, elle ne marche pas. Qu'est-ce que les gens retiennent? C'est au plan d'un rapport émotif. Donc, dans la transmission, il faut pouvoir jouer à ce niveau-là. La peur, je dirais, on pourrait s'en libérer de façon cognitive, mais c'est beaucoup au niveau des émotions qu'il faut le faire. Alors, on réfléchit là-dessus. Moi, je suis en train de me demander, identifie, disons, les pointures mondiales du Québec. C'est-à-dire, ceux qui font des carrières mondiales. Alors, j'ai commencé. Je suis rendu, je pense, à 40. Quand tu fais rien que cette liste-là, puis tu montres ça aux gens, et tu leur dis, trouve-moi donc un territoire au Canada là, où il y a des La Liberté, des Dion, des Hubert Reeves, des Arcan, des Villeneuve, etc. Tu sais, les gens sont très, très surpris. Puis tu sens que, tu sais, ça gonfle, tu sais, ils disent, OK, on est capable, tu sais. Donc, la démarche cognitive, c'est important, mais c'est plus que ça. Mais sur la démarche cognitive, c'est beaucoup les 2 minutes qu'on veut développer. Exemple, tu sais, on est indépendant demain matin, qu'est-ce qui se passe avec les pensions de vieillesse? On est indépendant demain matin, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ma job au fédéral? Tu sais? Bon. Alors, je suis compris. Voilà, c'est un peu cognitif comment ça passe. Parce que nos adversaires, eux autres, vont y aider. Tout à fait. Ça ne sera pas cognitif, même si on va dire le contraire de ce qu'on dit. Ouais, tout à fait. Un autre élément, parce que là, on veut aussi s'outiller, c'est plus au niveau militant, là. On veut aussi s'outiller parce qu'il y a une démarche qui s'appelle Synapse.
Alors qu'il y a la construction d'un réseau virtuel de gens qui seront en réseau au niveau de chacune des régions, avec aussi une capacité de faire, disons, je ne me souviens plus du terme, là, mais comme une contamination virale au plan informatique. Quand on veut qu'un message passe, là, alors il y a une équipe formidable là, qui connaît ça. Je ne connais pas ça suffisamment, mais c'est en train de se construire. Vous allez peut-être en entendre parler, ça s'appelle l'opération Synapse. Synapse. Je constate, M. Larose, que vos idées intéressantes. Puis vous parlez des régions, des municipalités. Ça va fonctionner comment? Je veux dire, avec des comités de citoyens, quoi, vous allez mettre en place, je pense. Alors, bon, les tables régionales, c'est des tables où on va retrouver des gens de l'ensemble des organisations indépendantistes, politiques et de la société civile. Okay? Ça, c'est les tables régionales. Synapse, c'est des individus, pas nécessairement rattachés à des organisations, qui vont être regroupés, on estime entre 20 et 30, là. Ça va être autant de, je dirais, de cellules. Alors ça va fonctionner uniquement par informatique. C'est-à-dire c'est des réseaux informatiques. 4 points, pour revenir sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut absolument débattre, ouvrir le débat et même dégager le débat et convaincre les gens que s'occuper de ces affaires, c'est pas de la chicane. Parce que dès qu'on parle d'indépendance du Québec, ah, vous allez ouvrir la chicane dans nos familles, c'est pas la chicane que de s'occuper de ces affaires. Mais dans le sens aussi de ce que disait M. Beaulieu tout à l'heure, la peur. Falardeau disait, il y a un prix à payer pour l'indépendance, mais il y a un prix à payer aussi de la dépendance. Et ça, on n'en parle pas, le prix de la dépendance. Je pense qu'on devrait en débattre beaucoup plus. La peur, c'est ce qu'on peut-être un peu. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la citoyenneté canadienne, de la Cour suprême du Québec, etc., c'est aussi un bon moyen de montrer aux gens que la société distincte qu'on nous a accordée, c'est ça qu'Arpel nous a demandé? Société distincte? C'est évident, parce que dès qu'on va vouloir faire ça, ils vont essayer de nous bloquer. Mais alors, ce que vous nous avez donné, c'était rien, alors, c'était du bilan, c'était de la firme. Et puis, je termine avec ça. Il y a combien, on a parlé tout à l'heure des Québécois qui avaient une mémoire qui oubliaient beaucoup. Oui, très éphémère. Je ne sais pas si on faisait un sondage, combien de Québécois savent, à l'heure actuelle, que la Constitution qui nous gouverne n'a pas été signée par le gouvernement du Québec. Il y en a combien qui s'en souviennent? Ni par les libéraux, ni par les péquistes, il n'y a personne qui a signé ça. Est-ce que ce n'est pas aussi la définition d'une colonie qu'un groupe d'individus gouvernés par des lois qu'ils n'ont jamais choisies? Ça semble un petit peu à ça, mais on n'en parle pas. Ça ne fait pas partie du débat. Oui. Sur le dernier point, il y a dans l'histoire du Canada, disons, on s'est fait fourrer régulièrement, c'est le fil conducteur, et je dirais qu'à chaque fois, il s'est trouvé une portion de l'élite pour entériner, disons, le croissant en règle. Sauf 1982. Alors là, il y a une rupture. Il ne s'est même trouvé personne de l'élite canadienne-française pour valider 1982. Oui, ça m'indique qu'il y a eu divorce. Ce qui reste à signer les papiers. Non, mais c'est de cet ordre-là. Il nous reste à signer les papiers. Donc, il faut assumer la rupture. Et dans ce cas-là, ceux qui nous ont trompés, ce n'est pas nous qui les avons trompés, c'est eux qui nous ont trompés. Si on veut rester dans les catégories morales, on a été mis en dehors de la Constitution canadienne en 1982. Donc, il faut assumer la rupture. Oui, brièvement. Je voudrais savoir où ils sont situés dans la... Je trouve ça très emballant de savoir que même si on va s'occuper seulement d'un secteur, il y a des gens qui travaillent d'autres secteurs. Ça, c'est très encourageant, ça, très motivant. Je voudrais savoir où c'est placé dans la structure les associations d'aînés. Parce que eux, ils sont vulnérables à la peur. Mais il y a parmi eux des gens très braves, très courageux, qui ont déjà vu passer les gros chars,
Et d'après moi, il y aurait du bon travail et une belle contribution à obtenir au mouvement de la part de ces gens-là. Alors, il y a au Conseil de la souveraineté déjà des gens de l'AQDR, de l'Association québécoise de la défense des retraités. Dans l'AQDR, il y a un club, un groupe qui s'appelle les Aînés pour la souveraineté ou quelque chose comme ça. Et effectivement, avec eux, on va travailler des 2 minutes qu'on va projeter dans les centres d'accueil. Mais, en même temps, je ne veux pas qu'on soit rabat-joie. Je dirais, c'est de la contribution supplémentaire. Les investissements premiers ne se feront peut-être pas là, vous savez, compte tenu de ce qu'on peut obtenir comme adhésion, comme vous expliquait un peu Drouilly tantôt. Mais il y aura de l'outillage de ce côté-là. Oui. Monsieur Laroche, je trouve que intéressant, puis très. Ça nous projette vers l'avenir, ce que vous êtes en train de monter au niveau national, l'organisation d'une table nationale sur la souveraineté. Maintenant, je trouve qu'il y a un côté. Il y a 2 choses que je voulais vous dire, c'est que. Il y a comme une base où il faut que les organisations nationalistes puissent s'entendre. Il y a comme la base. Puis ça, j'ai l'impression qu'au moment où il va y avoir entente, à ce moment-là, on va être capable d'avoir un discours beaucoup plus positif par rapport à le nationalisme québécois. Je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'entremêlent, qui s'entrecoupent avec des discours intellectuels très, très importants. Puis il en faut des débats politiques, des débats intellectuels, mais c'est le côté tout à fait émotif qui manque à la souveraineté. Je trouve qu'on ne se reconnaît plus. La question nationale, on ne l'a pas pu tatouer sur le cœur comme on l'avait autrefois. Puis ça, je pense que je souhaite que le Conseil national de la souveraineté travaille aussi là-dessus. C'est le fun, les clips vidéo, ça manquait. Quand on était partisan de la souveraineté en 1995, ça nous manquait ce genre d'outils-là. Mais maintenant, il faut aussi tabler sur le côté émotif, le côté charmant, le côté... puis ça irait chercher nos indécis, notre 20% dont M. Louis parlait tantôt. Je pense qu'il y a un discours aussi à refaire là-dessus. Mobiliser les artistes. Je souhaite aussi, la deuxième chose, ça, il y a ça, puis la deuxième chose aussi, c'est le fait qu'un jour, ce serait fun d'avoir un discours cohérent et que les chicanes ne se fassent plus en place publique. Parce que les chicanes entre organisations peuvent se faire dans un conseil national avec des enjeux politiques. Mais on s'est tellement débattu sur la place publique qu'on a fait part, ce que M. Beaumier dit, c'est qu'on répond avec des messages intellectuels qui, finalement, ne sont pas rassemblables. Il faut avoir un discours positif, comme vous l'avez eu tantôt. Moi, je trouve que ça, c'est portant d'avenir. Bon, alors, je redonne un peu la réponse que je faisais tantôt. À l'heure actuelle, il y a quand même des grandes organisations souverainistes, indépendantistes, qui sont déjà en coalition, qui pilotent l'opération Cap sur l'indépendance, vous en avez déjà entendu parler, auquel le Conseil de la souveraineté a intégré dans son plan d'action. Cette coalition va s'élargir à l'intérieur d'un collège, lequel collège va constituer un morceau important du nouveau Conseil de la souveraineté. Donc, c'est déjà en route. En même temps, est-ce qu'on peut croire qu'il y aura une unanimité, disons, dans le discours indépendantiste? Je ne le crois pas. C'est-à-dire, parce qu'il y aura toujours, je dirais, des nuances et des approches qui soient différentes. Bon, j'ai présidé suffisamment longtemps une grande organisation pour savoir qu'on ne peut pas arriver avec un seul discours qui descend. Par contre, la présence d'un ennemi commun, habituellement, resserre les rangs. À l'heure actuelle, ce n'est pas très présent. Parce que c'est aussi la tactique de nos ennemis. Nos ennemis, disons, ils s'organisent pour tuer à peu près tout ce qui peut servir de... Puis ça va être la ligne stratégique. Hein? Robert l'a expliqué tantôt. C'est-à-dire, si on se présente d'abord pour leur demander des choses, disons, si c'est ça l'axe principal ou unique, ça n'ira jamais très très loin parce qu'ils vont nous perdre dans toutes sortes d'affaires. Si on bâtit nos choses, puis qu'ils viennent sur notre terrain, là, moi je voudrais faire la bataille. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on va être mobilisé contre eux. Et il y a aussi le fait qu'il faut toujours garder un espace que j'appelle, moi,
de créativité et d'innovation. C'est-à-dire, il faut que les gens puissent pouvoir, je dirais, faire des liens qu'on ne ferait peut-être pas spontanément. Et donc, c'est ça qui est, surtout dans le mouvement souverainiste, on est plutôt pourvu au-dessus des oreilles, là, globalement. Donc, il faut aussi que ça puisse s'exprimer. Mais stratégiquement, je pense qu'on est en train de créer les conditions pour que les choses poussent beaucoup dans le temps. J'ai 3 interventions, puis après ça, on va conclure. Jean-Pierre? Monsieur, vous avez parlé de vidéo, ça me semble intéressant parce que c'est un moyen assez moderne quand même pour contacter, parler aux gens, répondre à quelques-unes de leurs affirmations, de leurs questionnements. Cependant, je me demande si on doit s'arrêter uniquement là. Et je ne sais pas si on ne devrait pas, dans le Conseil de la souveraineté futur, remanier, penser à un axe supplémentaire dans lequel on pourrait développer une série de cours, de vidéos sur l'histoire du Québec, par exemple, que nos étudiants n'ont même pas. En parenthèse, on sait que le Parti québécois s'en vient avec l'amélioration, on l'espère, du programme pour que l'histoire soit enseignée jusqu'au cégep, par exemple. Et actuellement, c'est un trou assez béant, assez important sur l'histoire. Les gens ne savent pas quelle a été l'histoire du Québec. Et aussi, sur la souveraineté, vous l'avez dit, mais il me semble que ça ne peut pas être traité en 15 minutes, ça. Il me semble que ça a besoin d'une élaboration beaucoup plus détaillée, presque un cours donné à la télévision avec des images. Et sur la place du Québec dans le monde, tout à l'heure, j'ai entendu M. Drury, je pense que vous avez parlé à quel point le Québec est gagnant dans bien des secteurs. Et c'est pas assez développé, ça aussi, pour renforcer la représentation. Oui, la représentation du Québec et aussi comment on perçoit le Québec. L'estime de soi, merci. Je ne sais pas si on pourrait augmenter un peu, élargir un peu ce que peut faire le Conseil de la souveraineté. Parce que c'est difficile pour un parti politique de le faire. C'est difficile pour un parti politique de le faire. Je dirais, si c'est difficile pour un parti politique, pour le Conseil de la souveraineté, qui a à peu près 30 000 $ par année, c'est un peu plus difficile. Vous savez, on n'a pas. Et nous, le travail qu'on fait, c'est orienté en fonction d'une stratégie politique. Je dirais, de ce que Pierre a dit tantôt, il y a sûrement 2 minutes qu'on va faire sur, pour ceux qui rêvent d'une réforme de la Fédération canadienne, les 40 échecs antérieurs, ça serait bon de faire un petit 2 minutes là-dessus. Ça, je pense que ça peut être une contribution historique, mais on ne fera pas l'histoire du Québec. C'est-à-dire, ça va être plus des éléments de production, j'allais dire, utiles pour la mobilisation. Parce qu'on ne pourra pas remplacer le ministère. On va plutôt s'essayer pour que le ministère soit ramené à l'ordre dans sa responsabilité. Est-ce que la question de la souveraineté énergétique sera à l'ordre du jour? Un exemple concret, est-ce que l'affaire des gaz de schiste n'est pas juste une petite distraction voulue par M. Desmarais? C'est clair que la question environnementale va être une question traitée de plusieurs manières. Bon. Parce que là, il y a aussi le clivage gauche-droite, là, dans tout ça. Mais je prends, par exemple, disons, le sort, ou plutôt l'énergie au Québec. Moi, je suis convaincu qu'autour de Desmarais et toute cette gang-là, ils veulent mettre la main sur Hydro-Québec. Mais avant de mettre la main sur Hydro-Québec, ils ont mis la main sur les gaz de schiste. Ils ont mis la main sur les éoliennes. Ils ont mis la main sur les petits barrages. Il ne reste rien que le gros barrage. Moi, je pense qu'il y a un débat à faire sur une vraie stratégie d'un Québec indépendant par rapport à l'énergie. Dans ce sens-là, je dis que le Québec devrait être celui qui anticipe le 21e siècle et qui déjà planifie le siècle sans pétrole, précisément en vertu d'un objectif de faire en sorte que s'il y a des investissements privés, ils vont venir parce qu'ici, ils vont pouvoir se promener avec un label
un label international disant « Nous, on fait de la production zéro carbone dans un milieu sans gaz à effet de serre, etc. » C'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut travailler, c'est sur l'ensemble de la politique énergétique. Guy? Moi, c'est un défi, mais en même temps, une préoccupation. 5 membres. À 12 piastres. Ouais, c'est ça, c'est un défi de préoccupation, parce que la première partie qu'on a exposée, moi j'achète ça, la War Room, puis tout ça. Mais connaissant un peu, pas beaucoup, là, il y en a qui connaissent ça plus que moi, les partis qui arrivent au pouvoir, j'ai une pression importante de gestionnaire de l'État, et je comprends ça, là, beaucoup. Et je trouve qu'un des défis, ça va être de mobiliser la société civile, je dirais, la société civile organisée et les souverainistes à créer une pression, je pourrais dire, positive envers notre relais politique, qui est le Parti québécois et le Bloc, pour que les choses qu'on s'est dit ici aujourd'hui, qui me semblent personnellement relativement sympathiques. Mais souvent, les organisations politiques ont besoin d'une pression importante, mais qui n'est pas aussi, qui ne fait pas un peu cavalier aussi. Il faut être capable de ne pas tirer sur le cheval qu'on a besoin pour arriver à nos objectifs. Ce qui fait qu'à la fois c'est un défi, mais c'est aussi une préoccupation. C'est que ma crainte, c'est que je sens que c'est positif, mais quand même, j'ai assez d'expérience pour avoir la peau un peu courte. Que lorsque le Parti québécois va prendre le pouvoir, il faudrait qu'il y ait une base de militants et de militantes dans toutes les régions du Québec qui n'oublient pas l'objectif de la prochaine élection. Je ne sais pas comment on va s'y faire, tant au niveau psychologique qu'organisationnel, mais il faut que la prochaine élection, le cap, il faut tenir le cap. C'est plus une préoccupation. Comment tenir le cap pour justement pas faire de l'amusement public là, avec les militants? En tout cas, c'est ma préoccupation. Moi, j'ai la certitude que plus on va travailler la question de l'indépendance du Québec, plus ça va amener de l'eau au moulin pour l'élection d'un gouvernement souverainiste. Et je pense qu'on n'a pas à faire le travail, comme conseil, j'entends, d'un parti politique. Nous, on a à travailler sur la cause, sur le projet, et puis il va y avoir des dividendes qui peuvent recueillir. L'autre aspect de la question, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit au début. Je pense que pour qu'il soit en mesure de livrer la marchandise, il va falloir que les composantes importantes de la société civile soient en mesure de répondre au fur et à mesure que les projets vont se développer. Je donne le seul exemple de la mise en place de la citoyenneté québécoise. Disons, il faut qu'à partir du moment où ce projet-là arrive, c'est que la société civile fasse correctement le débat et exprime son accord avec l'établissement de cette citoyenneté-là. Si le travail préliminaire n'a pas été fait, là, on serait peut-être en situation où le gouvernement le faisant, et là, on dit, puis donc, on va occuper des choses qui ne sont pas importantes, vous occupez l'assainissement des finances publiques, et tout ça. Donc, ça, c'est très, très important de préparer le terrain d'avant. Et que quand les gros morceaux vont sortir, c'est que ce ne soit pas une question partisane, mais que ce soit un enjeu de société qui soit la bonne. C'est qu'on est capable de... Je vous remercie, M. Dallaud, vous l'avez dit. On a plus d'intervention, on est dans l'heure, à 2h30, donc je vous remercie pour s'être déplacé.
donc, on va prendre un dernier 15 minutes. Et ce qu'on souhaite, donc, les gens du comité souveraineté qui disaient, compte tenu que dans le portrait des mouvements sociaux, ben, ici en Mauricie, la Société Saint-Jean-Baptiste est un acteur important, qu'on a un certain nombre de ressources, on n'a pas des ressources illimitées, et que le comité souveraineté peut faire un certain nombre d'actions. Donc, ce qu'on voulait discuter avec vous dans les derniers 15 minutes, il y en a qui avaient des suggestions à nous faire sur le type d'action ou le type de conférence que vous aimeriez qui soit fait par le comité souveraineté ou par la société pour animer la question de la souveraineté à la hauteur de nos moyens, là, ici en Mauricie. On va prendre quelques interventions, au maximum de 15 minutes. Oui, il me semble qu'il serait important, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre aussi, qu'on parle davantage de ce qui se passe avec Hydro-Québec. Parce que si on attend que le PQ donne le pouvoir, ou quelque chose du genre, ou que ce que vous avez mis, ce que vous êtes en train de lancer en RAC, on peut peut-être faire déjà passer à sapin, puis j'amène juste un exemple. Peut-être que je me trompe. Vous êtes-vous demandé, peut-être plusieurs ont déjà trouvé une réponse, pourquoi Hydro-Québec voulait acheter Hydro-Nouveau-Brunswick? Vous avez entendu parler de ce prof de droit de l'Université d'Ottawa qui a dit si jamais ça devenait interprovincial, le fédéral peut en faire ce qu'il en veut. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que demain matin, Jean Charest dise bon, on va discuter de ce qu'on fait avec Hydro-Québec. On va se réveiller un bon matin, ça va déjà être fait si on n'enclenche pas le débat tout de suite et le plus tôt possible sur le sujet. Alors moi, je voulais savoir quelle est la relation que le conseil qui nous a invités aussi aujourd'hui, qui s'appelle bien un conseil, quelle relation y a-t-il entre ce conseil, avec quelques personnes que je connais, je ne les connais pas tous, avec le conseil qui est représenté par M. Larose? Est-ce que vous avez un site internet, vous, M. Larose, où on peut aller voir l'avancement des travaux et le parachèvement, et une façon ben, j'imagine qu'avec la lettre, on est capable de rester en lien avec le petit conseil régional. Et avec le conseil national, la relation entre les deux, moi, je peux comprendre. Pour être sûr que c'est bien en connexion l'un avec l'autre, ça circule. Okay. Un élément de réponse qui est relativement simple, c'est que c'est payé directement. C'est-à-dire, au niveau local, je peux dire c'est comme ça, le carrefour du Conseil de la souveraineté, appelons ça comme ça, c'est le comité de la souveraineté de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais c'est un comité qui n'est pas fermé, c'est un comité qui est ouvert. On essaie d'aller chercher justement des gens d'ITQ, de CSN, des groupes communautaires. En tout cas, on essaie d'avoir le plus de représentativité possible de la fibre souverainiste dans la région. Puis ça converge au niveau de où est le président, dans le fond. C'est un comité qui s'est réuni de façon régulière, justement, pour organiser l'activité d'aujourd'hui. Puis au niveau national, ben, notre interlocuteur concernant la question nationale, c'est le Conseil de la souveraineté. Et à ce moment-là, c'est en lien direct. Même si on a un organisme, nous autres, national, je pourrais dire au niveau technique, qui s'appelle le Mouvement national des Québécois, mais au niveau des plans d'action, au niveau de la question nationale, c'est le Conseil de la souveraineté. Donc on est en osmose jusqu'à là. Ça va très bien, le bonheur Pour vous donner une idée, fort possiblement, quand nous tirons les capsules vidéo, ben, fort possiblement, on se fait le relais, souvent, des activités du Conseil de la souveraineté. Comme dans le cas du Mouvement national des Québécois, même chose. Il y a ce qu'on appelle l'Institut de recherche sur le Québec, qui a fait un certain nombre d'études sur l'histoire, par exemple, au Québec, et sur les nouveaux cours également là, de religion, entre guillemets, là, au niveau secondaire. Donc, on se fait le relais également de ces questions-là. Donc, on fait des études également des deux CHU à Montréal. Tout ça. Donc, on se fait le relais de ça en région. J'avais vu une autre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'aime la connaissance, l'histoire et tout ça. Parfait, c'est important. Mais concernant le côté québécois où on accepte, complaisant, je dirais même, je me demande jusqu'à quel point, moi, c'est la levée de bouclier, la réaction. J'aimerais ça que vos génies, là, vos 30 là, groupes là, qui vont inonder Internet et tout ça, on soit capable de lever une réaction lorsqu'il y a une action qui se fait contre nous. Il y en a plein. Je ne veux pas être nostalgique, penser à la loi la ligne Borden, je ne veux pas être nostalgique en pensant à S31, mais je me dis, lorsqu'il y a des points qui sont faits contre le Québec, on devrait avoir quelque chose qui se répand
une marée pour avoir une réaction. Ça tombe dans leur, si on pense aux journaux habituels et tout ça, tous nos moyens de communication, ça s'éteint et tout ça. Et là, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. On demandait des solutions, des actions. Là. Moi, ça serait une action qui serait une réaction à ce qui nous attaque, de part et d'autre. Une réponse très très courte. Le projet Synapse, dont j'ai parlé tantôt, sera intégré dans ce projet-là un système d'alarme, un pop-up. Bon. Alors, si on a une toile qui au total ramasse, je ne sais pas moi, 100 000 indépendantistes, alors avec le système pop-up, on peut envoyer un message qui fait que quand tu ouvres ton ordinateur, ça rentre, et puis là, tu peux avoir l'information. Dans le développement, c'est déjà prévu pour qu'on arrive à faire. Parce que je trouve que notre levée de bouclier est très lente. Un peu dans ce sens-là, quand Guy a fait son intervention tantôt, de dire, bon, essayez d'aller chercher d'autres gens. Plus à la société, on a une bande de courriels, plus on est en mesure seulement de passer de l'information à des gens de plus en plus nombreux. Et ces gens-là, ben, ils travaillent, ils sont dans des réseaux, etc., ils discutent sur l'heure du midi. C'est un peu ça l'idée. C'est d'animer le mouvement souverainiste ici en Mauricie. Plus on a de gens, là on a 750 environ, mais si on en a 1000, si on en a 1500, ben c'est des gens qui ont de l'information. Dans le fond, l'objectif d'une activité comme aujourd'hui, c'est ça. C'est de sensibiliser des gens, amener de l'argumentaire, développer nos réseaux d'information. Après ça, ces gens-là s'en retournent dans leur groupe, qui font un peu de mobilisation. Et ça, ben, faire de la mobilisation, M. Larose était dans le mouvement syndical longtemps, il était un petit bout de temps aussi, puis je suis encore, ben, c'est à long terme. Hein, ça se fait pas comme ça. Tu ne dis pas, bon, on fait la grève demain matin. Hein, ça se fait à long terme en développant des réseaux. Oui. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à la mobilisation des Québécois sur la souveraineté, elle concerne les jeunes. Et je trouve qu'on a un défi à essayer de raccrocher nos jeunes à ce projet-là. On entend souvent dire que les jeunes sont moins politisés, moins engagés, moi je vous dirais moins engagés dans des formules traditionnelles politiques, mais quand je les vois s'impliquer dans l'environnement, quand je les vois s'impliquer sur les droits de l'homme, quand je les vois agir sur la scène internationale, sur la mondialisation, je ne peux pas comprendre que les jeunes ne sont pas mobilisés, ils le sont. Mais ils ne le sont plus dans les véhicules traditionnels. Alors, notre défi, c'est comment on va rejoindre ces jeunes-là qui, probablement, contrairement à d'autres générations, se sentent moins menacés, plus ouverts sur le monde, et puis moins intéressés à la souveraineté. Moi, je pense qu'il y a un défi là, je ne sais pas comment en faire, mais on ne les sent pas. Moi, je ne dis pas qu'ils sont moins intéressés par la souveraineté. Je dis que l'expression de leur intérêt et de leur mobilisation emprunte, ce que vous avez dit vous-même, d'autres canaux. Et je suis convaincu que pour les rendez-vous, ils seront là. Peut-être qu'on aura les mêmes difficultés qu'antérieurement, parce que pour voter, ils se déplacent un peu moins quand ils sont plus jeunes. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on prenne des moyens pour les mobiliser sur les moments précis. Mais en soi, vous le dites vous-même, ils ne sont pas moins mobilisés sur les grandes questions. Et si la question de la souveraineté redevient une question d'enjeu de société, moi je ne sais pas si je suis naïf ou jovialiste, mais je n'ai pas l'impression qu'ils seront moins là qu'ils ne l'étaient. Je veux juste, je ne vais pas faire un débat ici, mais je veux juste apporter un exemple. La manière dont M. Larose parlait tantôt, la manière ça pourrait se faire. Je vais vous donner un exemple que je fais moi-même au niveau de l'environnement concernant les gaz de schiste. Je suis en train de porter des comités dans chaque région du Québec. On est en train d'embarquer des comités de vigilance. Un peu on rive nord, un peu on rive sud de Montréal jusqu'à Québec, même jusqu'à le bas du fleuve. Mais c'est comme ça qu'on fait des choses ensemble. La manière de diffuser l'information. On a beaucoup de contacts, on ramasse des groupes environnementaux. C'est un peu l'exemple du modèle que je perçois. Est-ce que c'est ça, M. Larose?
commence comme ça. On établit des contacts, on prend des petits groupes, ça commence à s'amplifier. On prend l'environnement, ça peut se faire dans n'importe quel domaine. Ça peut se faire au niveau social, ça peut se faire dans n'importe quel niveau. C'est un petit peu l'exemple que je voulais apporter. C'est des choses faisables, c'est pas compliqué à faire, il s'agit de vouloir tout simplement. Dans le domaine des suggestions, parce que c'est pas ça dont vous parlez, moi, j'en marque à fond de train dans mes vidéos. Je ne les ai pas vues, je croise des doigts, mais je me souviens de l'erreur boréale. Ça a fait du chemin. L'erreur boréale a aussi été présentée dans les écoles. On est en train de débattre de notre avenir, et à ce moment, on est en train de nous dire, on nous dit depuis longtemps qu'on ne peut pas débattre de notre avenir dans nos écoles, là où se trouve notre avenir. Je trouve ça complètement insensé. Quand il y a des questions d'environnement, on peut aller dans les écoles, l'erreur boréale est présentée partout, ça fait du chemin. Mais quand on débat de notre avenir, on ne peut pas en parler avec ceux qui représentent notre avenir. C'est complètement aberrant. On doit être partout. Et ça, ces personnes-là, ça devrait être notre rôle aussi de les faire pénétrer partout, si on veut qu'il y en ait un impact. Mais là, il y a des votes avec les écoles. Une dernière intervention. La question que j'ai adressée sur les présidents du Conseil de la souveraineté, ça interpelle aussi la société. On a eu une nouvelle à 5h moins quart, vendredi, semble-t-il, comme quoi, avec le projet Bruce, j'ai bien compris, avec la question du nucléaire, d'une espèce d'ogive de déchets qu'on va faire circuler dans une partie des lacs et sur le Saint-Laurent. Moi, je me demande si on ne devrait pas utiliser des vues semblables de la part de l'État fédéral, quel que soit l'organisme en cause, pour monter au 24, commençant par le Conseil et son président, de mobiliser les G17 et les Pauline Marois, parce que ça concerne les locataires, en leur disant de façon très affirmative et très agressive, s'il le faut, qu'il n'y ait pas question que ça passe au Québec, qui s'arrangerait d'un grand lac, qu'ils mettent un avion, qui font ce qu'ils voudront, mais que ça ne passera pas dans les eaux territoriales québécoises, le Saint-Laurent, que l'on ne contrôle pas, mais qui est chez nous, un des prix à payer de la non-souveraineté. Est-ce que, parce qu'on pourrait monter ça en détail et cristalliser déjà l'opinion publique à bien des égards et mobiliser tout le Québec qui est sur le bord du Saint-Laurent, le même principe des gars de Christ, d'en faire un événement hautement politique qui c'est un cadeau du ciel, la centre Je ne suis pas sûre que ça vient du ciel, non, je ne veux pas que ça y aille. C'est ça que ça surveille contre eux complètement et que ça nous sert beaucoup quand on a une réflexion collective. Il faut qu'ils s'entreprennent. Moi, depuis hier, disons, ça tourne maintenant. Je pense qu'il faut qu'on se saisisse de cette question-là. Pour dire qu'ils peuvent pelleter dans notre cour un méga dégât, et puis on n'aura pas eu... Oui, c'est déjà dans la mijoteuse. Madame Monsieur Lamour, moi je vous félicite pour votre projet d'assemblage, je trouve ça extraordinaire, mais j'aimerais, si c'est possible, que les femmes soient davantage représentées dans ce que vous allez organiser, parce que c'est très important. Moi, je milite au niveau régional pour les APAS, et c'est épouvantable comme les femmes ne sont pas politisées et ne sont pas informées. C'est regrettable. Alors là, peut-être que Pierre pourrait me corriger, mais il me semble qu'au niveau du vote pour la souveraineté, les femmes votent plus que les hommes pour la souveraineté. Mais ça ne veut pas dire qu'au plan de l'engagement militant, c'est à la même hauteur. Mais au Conseil, il y a un certain nombre de précautions qu'on prend systématiquement, c'est précisément que les femmes soient dans le Ça, c'est très clair, et au niveau notamment des vidéos, ces choses-là, on est soucieux qu'il y ait une bonne représentation. Oui, une dernière. C'est vraiment pour la société. Pour répondre à ce que vous aviez demandé au début, ce serait un débat entre personnes de certain âge et des jeunes. Justement, peut-être commencer par demander aux jeunes ce qui les intéresserait et de faire ensuite un échange entre les deux. On les laisse parler, on répond, ensuite ils nous laissent parler et on leur répond. C'est vice-versa, comme d'échanger vraiment, c'est quoi notre vue d'un Québec futur.
Donc on se laisserait là-dessus. Juste peut-être un commentaire pour dire que ce que M. Larouche vient de nous dire, si on ne réussit pas la mobilisation qu'il est en train de mettre en place, il y aura beau avoir la volonté politique du gouvernement, du Parti québécois, avec la volonté d'en faire un, puis de le gagner le plus vite possible, ça ne marchera pas. Quand je dis tantôt, il faut que ça fonctionne comme ça, c'est fondamental. Alors, ça prend les deux. Alors là, il y a une volonté politique qui semble se manifester, mais elle ne pourra pas se réaliser si le travail de mobilisation auquel on est invité ne se réalise pas. Eh bien, joignez-vous à la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est fait. On a évoqué sur la question des femmes. Il y a un phénomène qui est très clair, qui n'est pas uniquement québécois. À travers tous les pays européens et nord-américains, les femmes sont plus progressistes que les hommes. Tous les partis de gauche. L'électorat d'Obama est plus féminin que masculin. L'électorat Blair, travailliste en Angleterre, les socialistes en France, de NPD au Québec. L'électorat le plus masculin actuellement, c'est l'électorat conservateur. Et je pense que, parce que c'est pour ça que je veux intervenir, il y a une poignée là. Ça, il faut s'adresser aux femmes pour qu'elles convainquent les gars. Parce que je pense à ce qui se passe à Québec, c'est le phénomène des réfractaires. C'est les jeunes hommes. Au départ, on pensait, moi je disais, c'est des gens qui sont en bas de l'échelle sociale, peu scolarisés, tout ça, pas du tout. Ceux qui ont contesté, qui ont manifesté pour la radio nouvelle, c'est des jeunes hommes qui travaillent dans le privé, mais qui ont une éducation un peu au-dessus de la moyenne, et leurs blondes ne pensent pas la même chose. Et donc, je pense que pour la souveraineté, ça va jouer. Au référendum de 1995, au départ, les femmes étaient un peu moins que les hommes, elles les ont rattrapées. Elles ont rattrapé. Et les travaux de mes deux collègues à Laval, oui, c'est ça. Ils l'ont montré. Ce qu'ils appellent le groupe porteur de souveraineté, eux autres, c'est les gens qui ont été socialisés après 1960, au moment de la Révolution tranquille, donc à l'époque c'était 55 ans et plus, qui étaient francophones, scolarisés, âgés de moins de 55 ans, actifs sur le marché du travail, donc soit au travail, soit au chômage, parce que ça c'est des gens qui cherchent un emploi, soit étudiants, et avec des revenus un peu au-dessus de la moyenne. Ce groupe-là a voté à 70% pour le oui. Ils ont travaillé sur tous les sondages que DG leur a mis à leur disposition. Et ce qu'ils ont montré par la suite, ça c'est la manière du Québec, il y a une série de textes, c'est que quand la souveraineté recule un peu, c'est le groupe porteur qui recule. C'est les femmes du groupe porteur qui reculent. Et quand Bouchard a atteint le déficit zéro, là on a très bien vu les femmes qui décrochaient. Parce qu'évidemment, elles étaient plus concernées par les coupures. Quand on veut atteindre un déficit zéro, c'est quoi? Où on coupe, c'est les deux plus gros budgets, éducation et santé. Et les femmes sont plus interpellées par ça, c'est des mères. C'est des mères de jeunes enfants ou des femmes plus âgées qui ont eu des enfants. Et donc, on a très très bien vu que l'intention de vote pour le oui, à ce moment-là, je ne voulais pas montrer, mais dans mon graphique, ça apparaît. On voit très bien qu'il y a une petite chute à noyer, et c'est les femmes du groupe porteur. Alors, pour ce qui est de la mobilisation, je pense qu'elles sont plus réceptives actuellement. C'est un phénomène généralisé en Occident. En tout cas, Amérique du Nord, Europe, ça c'est clair. En Allemagne, les sociodémocrates, c'est un électorat féminin. Alors c'est très drôle parce que Mme Merkel a été élue, mais son électorat est plus masculin. Il y a une sorte d'inversion. Et dans le cas du Québec, actuellement, les sondages que nous fait au PQ, le décrochage, l'envolée est plus fort. La présence de Mme Marois, je pense que joue. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est clair. Et surtout les jeunes femmes. Parce que ceux qui décrochent le plus, qui nous quittent, là, c'est les jeunes hommes, qui sont plutôt à droite idéologiquement, mais qui sont des gens scolarisés, actifs sur le marché du travail, donc c'est pas les catégories les plus défavorisées de la société, au contraire. Ils sont dans le secteur privé, ça c'est ce qui est Non. Je remercie nos invités de cette déplacement.